Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce numéro spécial d'Histoire en série consacré, comme on va le faire plusieurs fois dans l'année, à l'étude pédagogique des séries avec le groupe de travail qui est déjà ancien sur l'Académie de Toulouse, mené par Fabien Vergès, IPR, donc inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie sur Toulouse. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas. On a aussi avec vous, Fabien, deux membres de votre groupe, donc Perrine Gouriot qui est enseignante au lycée à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Perrine. Bonjour Nicolas. On a avec nous David Neumann qui est enseignant en histoire-géographie au collège REP+ de Bellefontaine à Toulouse. Bonjour David. Bonjour. Et on a Pierre Dennat, que vous connaissez dans l'Histoire en série, je l'ai déjà dit, pour venir présenter notamment des séries sud-africaines, qui est professeur donc en lycée, qui a dirigé le manuel de terminale de géographie du livre scolaire et qui enseigne aussi en classe prépa. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors justement, aujourd'hui, on va évoquer, comme on l'avait dit dans la première partie de l'émission, d'autres conflits. En commençant peut-être, on va le voir par les conflits asymétriques. Je donnerai après la parole à Pierre, mais je vais tout d'abord demander à Fabien Vergès de nous rappeler ce que c'est la notion de conflit et de voir quelle est la place dans les programmes. Oui, tout à fait Nicolas. Alors en effet, dans ces émissions, nous avons décidé d'aborder un concept en relation avec plusieurs séries et la mise en œuvre dans les enseignements. Alors enseigner la géopolitique, qui est l'objet de cette première série d'émissions avec les séries télévisées, ça fait bien sûr référence au nouvel enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui a été mis en œuvre en première et en terminale depuis l'an dernier. J'imagine que de nombreux auditeurs qui sont enseignants en connaissent bien. Alors, mais les déclinaisons vont être nombreuses, comme vous l'avez évoqué, effectivement, en lycée, aussi en collège. Alors, pour le premier terme, qui est celui de géopolitique, je vais donner quelques définitions. La première, c'est celle d'Hervé Terry, dans les mots de la géographie. C'est un géographe que j'apprécie, que vous connaissez sans doute, qui est spécialiste du Brésil, et définit la géopolitique comme l'idée selon laquelle il existe en permanence une dimension géographique d'effets politiques, à commencer par leur distribution spatiale, et une dimension politique de la géographie. Donc on voit bien cette interaction entre ces deux termes, d'un côté géographie, de l'autre politique. Alors Géoconfluence lui donne une définition plus ramassée, avec la géopolitique comme l'étude multiscalaire des conflits entre acteurs. Donc, avec ces deux définitions, ça c'est intéressant puisqu'on voit bien qu'on se place au centre d'un triangle politique, territoire et acteur avec des interactions entre tous ces termes. L'entrée sérielle, et donc c'est une grille de lecture, je pense, très opérante pour aborder cette discipline et ce concept, puisqu'elle multiplie à la fois les acteurs avec leur point de vue, mais aussi les territoires. Alors, dans ce podcast, nous allons naviguer entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Irak, la Norvège ou encore le Rwanda et le Mexique pour donner vraiment un aperçu très varié de nombreux territoires. Pour aborder cette discipline et ces concepts, nous avons choisi une première entrée qui est la plus évidente, qui est celle de conflit. Nous aborderons ensuite, je vais faire un peu de teasing pour les prochaines émissions, celle de puissance qui intéresse les enseignants de spécialité et enfin celle de frontière. Pour la notion de conflit, on ne va pas tout à fait la définir de suite, même si je donnais quelques définitions liminaires, puisque avec chaque série, nous allons l'examiner dans ses différentes dimensions, que le conflit soit régulier, asymétrique, conflit civil. On parlera également de guerre froide, de guerre numérique, et on va voir que les déclinaisons de ce concept de conflit sont nombreuses. Alors, un premier point sur un théoricien de la guerre qui a été remis en lumière par les nouveaux programmes de spécialité de terminale, c'est Karl von Clausewitz, qui est officier et théoricien militaire prussien.
Alors, il est né en 1780, il est mort en 1831. Donc, il a vécu vraiment une époque charnière. On passe des guerres limitées d'Ancien Régime à des guerres révolutionnaires et nationales et aux guerres napoléoniennes. L'apport fondamental de Clausewitz à la pensée stratégique dans son traité de la guerre, alors je ne vais pas me risquer à le dire en allemand, je sais que vous êtes germaniste, Nicolas. Donc, il a été publié après sa mort en 1832 et il consiste en une analyse originale du phénomène de la guerre. Alors, je parlais tout à l'heure du triangle géopolitique. Donc, nous avons ici un autre triangle entre le peuple et ses passions, selon Clausewitz, l'armée, son caractère et son intelligence, et enfin l'État et ses objectifs politiques. Et Clausewitz subordonne la guerre aux politiques, ce qui ne sera pas le cas, on le verra plus tard, d'autres théoriciens de la guerre. Alors, également, pour finir cette série de définitions, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on distinguera la guerre du conflit. Alors, la guerre, pour donner une définition simple, c'est un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, traditionnellement des États. Mais elle peut aussi désigner un conflit armé entre des populations à l'intérieur d'un même État. On parle alors de guerre civile, de guerre ethnique, ce que l'on verra tout à l'heure. Merci Fabien pour justement cette mise en perspective de ce qu'on peut voir dans ces notions-là. Alors on a vu dans la première partie de l'émission deux types de conflits qui étaient les conflits réguliers, c'est des grandes guerres, en évoquant la série Homeland qu'avait présenté Perrine et en évoquant aussi les conflits de la guerre froide, donc les séries Deutschland 83 et 86 et la série des Kennedy. Alors aujourd'hui, maintenant, on va s'intéresser à un deuxième type de conflit, ce qu'on va appeler des conflits par exemple irréguliers. Alors c'est le cas notamment de ces conflits asymétriques qu'on peut voir fleurir au Moyen-Orient avec une série qui date de 2020 qui est passée sur Arte. Pierre va nous la présenter, c'est la série No Man's Land. Oui, je tenais à travailler sur cette série No Man's Land qui me semble vraiment faire écho avec notre nouveau programme de terminale spécialité. Donc, bon, la guerre irrégulière, on l'a définie aux élèves comme une guerre où les armées régulières d'un État ne sont pas les seuls acteurs du conflit. Et voilà, pour l'anecdote, moi j'ai regardé la série en même temps que je faisais le cours à mes terminales spécialités et il m'a semblé vraiment intéressant de leur mentionner et j'ai un peu travaillé en même temps que je regardais la série avec eux. Donc c'est une mini-série No Man's Land qui fait 8 épisodes. Elle a été diffusée sur Arte en 2020. C'est une production franco-belgeo-israélienne. Et elle est réalisée donc à partir de scénarios produits par des scénaristes israéliens, Amit Cohen et Ron Lechem. Donc voilà, eux avaient déjà fait des séries sur les services secrets extérieurs et intérieurs israéliens, notamment la série False Flag. Donc, la série No Man's Land, elle se déroule en Syrie et on suit donc le parcours d'Antoine, qui est un Français qui croit avoir reconnu sa sœur, disparue en 2012 dans un attentat terroriste en Égypte. Il croit reconnaître sa sœur dans un reportage télévisé en 2014 qui porte sur l'État islamique en Syrie et sur les troupes kurdes, notamment les troupes des unités de protection de la femme engagées donc contre Daesh. Alors, c'est vraiment cette série, elle est vraiment intéressante donc pour notre programme parce que voilà, elle permet de voir les différents acteurs en présence dans le conflit au Moyen-Orient et notamment donc le conflit entre Daesh et les forces kurdes. On y voit donc à la fois le fonctionnement d'État islamique qui est en pleine expansion en 2014 avec donc la venue de soldats d'Occident et notamment ils sont incarnés ces soldats d'Occident par 3 personnages britanniques qui donc on suit leur parcours donc dans l'État islamique et puis on voit donc au sein de cet État islamique toute l'organisation politique hiérarchisée et sa capitale Raqqa. Donc ça permet voilà d'aborder avec les élèves toute cette question de cet État qui s'est autoproclamé et comment ça fonctionne. On y voit aussi le fonctionnement des forces kurdes qui luttent contre Daesh, parce que voilà, l'expansion de Daesh compromet le territoire revendiqué par les Kurdes.
Et donc, voilà, les Kurdes avaient profité pourtant de la guerre civile en Syrie au début des années 2010 pour reprendre du territoire. Et puis finalement, Daesh vient donc contrer cette avancée. Et donc ça aussi, ça permet donc de travailler sur cette question avec les élèves. Quels sont les acteurs et en quoi ce sont pas des acteurs étatiques qui sont là. Enfin, on voit un autre type d'acteurs, donc les services secrets étrangers, et notamment donc ceux du Mossad. Alors ça nous rappelle que la série a été écrite en partie par des Israéliens, donc voilà, ce Mossad qui agit dans le conflit à travers donc la présence de nombreux agents infiltrés, que ce soit dans les rangs de l'État islamique ou dans les rangs kurdes. Et donc là, voilà, c'est vraiment, je pense, en cela, on peut vraiment travailler avec les élèves sur ces questions donc de guerre irrégulière, en essayant de leur faire lister les acteurs présents et qui fait quoi, quel est le rôle de chaque personne dans ce conflit. Et donc notamment on peut dans certains, je peux faire quelques éléments d'épisodes donc précis. Donc dans le deuxième épisode, on peut travailler sur la question de frontières. Alors là, ce serait peut-être plus le programme de première en spécialité, quoique en terminale ça peut être intéressant, puisque Antoine passe la frontière entre la Turquie et la Syrie, l'État islamique, grâce à des passeurs donc qui sont basés en Turquie. Voilà, on voit que la frontière est totalement invisible, non contrôlée. Le personnage, il traverse avant de franchir la frontière des camps de réfugiés localisés en Turquie. Ça permet au passage de déconstruire un certain nombre de discours médiatiques où on peut qui disent que voilà, tous les réfugiés syriens sont partis en Europe de l'Ouest. En fait, ça permet de montrer que bon nombre sont restés dans les pays voisins. Et puis voilà, dans cet épisode, Antoine est intercepté par le YPJ, donc les unités de défense de la femme, qui sont en fait des sortes de brigades féminines des YPG, les unités de protection du peuple, donc ces forces kurdes. Donc qui le soupçonnent de vouloir rejoindre les rangs de l'État islamique. Et donc il l'intercepte parce que elles ne veulent pas qu'il les rejoigne. Donc, voilà, ça permet de montrer aux élèves que certains acteurs combattent en Syrie contre l'État islamique et contre la venue de soldats occidentaux au sein de l'État islamique. Et puis, ça permet aussi de montrer que les bataillons kurdes sont aussi composés de soldats étrangers et potentiellement donc la sœur d'Antoine. Donc dans le troisième épisode, on voit donc parallèlement à la progression d'Antoine dans les forces kurdes, on voit aussi donc ces trois Britanniques, Nasser, Riyad et Paul, qui s'intègrent progressivement dans les rangs de l'armée de Daesh. Et donc là, ça permet aussi de montrer aux élèves le parcours d'acteurs dans ces guerres irrégulières, puisqu'on a des allers-retours entre le Royaume-Uni et l'État islamique. Donc c'est intéressant aussi de voir cette radicalisation et puis ce parcours d'acteurs vers les guerres irrégulières. Et donc c'est vrai que tout au long de la série, on pose la question du rôle de Nasser, notamment, qui est le Britannique qui a un rôle un peu plus important, et notamment sa relation avec les services secrets. J'en dis pas plus pour pas dévoiler toute la série. Enfin, deux éléments qui me semblent plus transversaux mais intéressants à voir avec les élèves, c'est d'interroger d'abord l'identité kurde. Et donc là, ça permet peut-être de revenir un petit peu sur l'histoire du Moyen-Orient et ce qui est intégré dans le chapitre conclusif du thème 2 en spécialité, avec notamment la question des accords Sykes-Picot de 1916, et donc qui permet de comprendre notamment les contentieux territoriaux qu'il y a entre les Kurdes et puis la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et donc je pense que voilà, cette série, elle permet aussi de revenir sur ces Kurdes en quête de territoire. Et enfin, un élément qui me semble vraiment intéressant et qui là peut même faire un parallèle avec des cours d'EMC, c'est la question de la place des femmes dans le conflit et notamment dans ce conflit syrien, puisque voilà, les élèves, grâce à cette série, peuvent comprendre l'importance des forces kurdes et des forces kurdes qui sont composées à environ 40% de femmes. Et donc, on les voit s'affronter aux forces de l'État islamique qui, elles, sont à l'inverse, extrêmement, on peut dire, misogynes, puisque voilà,
c'est vrai que pour de bon, eux, les femmes restent à la maison et on le voit dans la série. Et donc, c'est cette question d'asymétrie entre femmes et hommes, elle est, je pense, assez bien montrée par la série et elle permet, de travailler aussi sur cette question-là avec les élèves. Moi, c'est une question que j'ai beaucoup aimé travailler avec mes élèves de terminale et leur faire bien comprendre que non, il n'y a pas que des hommes qui combattent. On a toujours cette vision des hommes combattants, mais non, les femmes aussi combattent. Et alors là, pour de bon, elles combattent avec les armes. Elles prennent les armes en Syrie, et notamment, les Kurdes prennent les armes. Oui, série très intéressante que No Man's Land, mini-série qui sans doute, sans spoiler, en appellera une suite. Voilà, j'avais peut-être une question pour Fabien Vergès, avec l'idée de, bien sûr, quand on enseigne, de croiser les sources pédagogiques. Alors peut-être Fabien, une proposition sur ce conflit sur GeoImages. Oui, en effet, Nicolas. Donc, je recontextualise le site GeoImages pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc, GeoImages, c'est un site d'images satellites du CNES qui dispose d'aujourd'hui environ 300 dossiers. C'est-à-dire qu'on a une image satellite qui est analysée par des spécialistes, des géographes, des universitaires, des professeurs de classe préparatoire, des inspecteurs et des professeurs du secondaire. Et on a également des propositions pédagogiques. Alors, quand j'écoutais Pierre parler de No Man's Land sur Raqqa, je voulais juste signaler une ressource qui peut être intéressante, qui est la fiche sur Raqqa. On a une superbe image, c'est un satellite Pléiade, donc avec une résolution de 50 centimètres par pixel, donc c'est assez fait. On voit les incendies, j'ai l'image sous les yeux là, on voit vraiment les incendies dans la ville, on voit les destructions et une analyse par Fabrice Balanche, qui est maître de conférence en géographie à Lyon 2 et donc qui peut être un outil effectivement en contrepoint de l'utilisation d'un extrait de la série de No Man's Land pour faire travailler les élèves sur le territoire, sur vraiment les espaces, les enjeux stratégiques du territoire. Ça peut vraiment être une ressource à mobiliser. Alors, autre série en parallèle sur les thématiques proches, vraiment très très proches de ce qu'on a vu sur No Man's Land, c'est une série peut-être plus connue qui est Le Bureau des légendes. Qu'est-ce qu'on peut dire, Fabien, dessus par rapport à ces thématiques évoquées par Pierre autour du conflit, notamment syrien, mais pas que? Oui, en effet, c'est très proche. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai commencé à regarder No Man's Land, sur les bons conseils de personnes ici présentes, et j'ai dû m'arrêter parce que je suis en train de rattraper les dernières saisons du Bureau de légende, et j'étais dans la saison 4 qui traite exactement des mêmes thématiques, des milices féminines kurdes. Donc, j'ai interrompu provisoirement No Man's Land, pour finir le Bureau des légendes. On voit très bien effectivement ce conflit, on va dire, contre des forces irrégulières qui sont Daesh, et le terrorisme, notamment à la fin de la saison 3 et de la saison 4 qui portent vraiment sur ce sujet. Alors justement, peut-être Perrine Gouriot, une proposition pédagogique par rapport à ce Bureau des légendes? Absolument, Nicolas. Alors, il ne s'agit pas de la mienne, c'est une collègue en fait de Grenoble, de l'Académie de Grenoble, qui nous a écrit pour nous faire part de son travail. Donc ça, c'est très chouette. Et donc, elle a travaillé effectivement, comme dit Fabien, Monsieur Vergès, à partir de la saison 4. Et donc, l'épisode 6 et l'épisode 9. Et en fait, ça permet de s'interroger donc sur la manière dont la fiction permet de comprendre les évolutions de la guerre au XXIe siècle. Et elle demande aux élèves donc de situer le lieu où se déroule l'action, de relever les forces en présence et leur motivation, de citer les moyens utilisés par les différentes forces pour mener cette guerre, et enfin expliquer quels sont les atouts, les difficultés rencontrées par les différents acteurs du conflit. Et ensuite, comme toujours quand on étudie les séries, en fait, il s'agit de prendre du recul et à partir d'autres documents, en particulier soit des articles du Monde ou le dessous des cartes d'Arte, et de mettre en perspective, en fait, de voir les limites de la série. Voilà, mais j'ai trouvé que cette séance était très bien pour introduire toujours ce thème 2 sur faire la guerre, faire la paix en spécialité de terminale.
Alors, autre série justement sur ces conflits irréguliers qui met en avant d'autres aspects. Alors, ce sont plutôt des aspects de relations interpersonnelles que l'on voit peu à travers, bien sûr, souvent le film parce qu'on n'a pas le temps d'analyser. Les séries s'y prêtent plus. Je pensais notamment à la série Occupied qui montre, même si elle est une uchronie, montre bien comment on peut traiter ces conflits irréguliers et les montrer aux élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Occupied, Fabien Vergès? Et Occupied, je vais pas me risquer au norvégien, Occupert. Voilà, c'est une coproduction TV2 Norvège, Arte France, qui a été créée par Erik Solberg et Karin Lund. Alors, sur une idée originale de Jonas Bo, qui est peut-être plus connu, c'est le célèbre auteur de romans policiers avec son héros, l'inspecteur Harry Hole. Elle a été diffusée en France sur Arte. On peut la trouver maintenant sur la plateforme Netflix. Elle compte 3 saisons et la diffusion a commencé en 2015 et elle est très récente puisque le tout dernier épisode a été diffusé début 2020. Alors, comme vous le disiez, Nicolas, Occupied, la série se déroule dans un futur proche. Elle décrit une ingérence russe progressive, donc de la Russie en Norvège, à la demande de l'Union européenne, suite à la décision de la Norvège d'arrêter la production de gaz et de pétrole. Alors, c'est une série, comme beaucoup de séries, c'est une série chorale. On suit de nombreux personnages. Jesper Berg, le premier ministre norvégien du parti écologiste Énergie Nouvelle, son garde du corps, Hans-Martin Dybvik, qui joue un rôle très important dans la série, sa femme avocate, et on a également un journaliste indépendant et sa compagne, une restauratrice qui, elle, va être plutôt pro-russe. Dans mon propos, je vais me centrer principalement sur l'épisode 1, qui est déjà très riche et qui peut être exploité en classe. Dès l'introduction, on a un pur panneau de situation géopolitique avec des enjeux énergétiques qui peuvent être une entrée possible pour cette série, on en parlera tout à l'heure. La série nous présente donc une Union européenne qui est traversée par une crise énergétique suite à l'autosuffisance des États-Unis et une crise de production au Moyen-Orient. Là, on voit que effectivement tout est lié. On peut avoir une intertextualité entre les conflits du Moyen-Orient dans d'autres séries et ce qui se passe ici. J'évoquais dans mon introduction ce triangle géopolitique entre acteurs, voilà, territoire, conflit. Donc là, on a dans les 5 premières minutes, on a plusieurs acteurs de la gouvernance mondiale avec l'ONU, la Commission européenne, la chancelière allemande, les médias. Et rien que dans les 10 premières minutes, de très nombreux thèmes sont abordés. C'est une série qui est vraiment très riche si on veut traiter des aspects géopolitiques. J'invite nos auditeurs vraiment à regarder ce premier épisode. Avec une scène choc dès la 14e minute. Ce n'est pas qu'institutionnel, on a aussi des scènes d'action qui est l'enlèvement. Alors je suis désolé, je dévoile un peu, mais c'est bon, on va dire c'est dans le premier quart d'heure du premier épisode, qui est l'enlèvement du Premier ministre par un commando d'hommes non identifiés. Et à la 25e minute, on a également l'occupation d'une plateforme pétrolière par des commandos. Alors cette série, pour revenir à nos notions, on est totalement dans le conflit asymétrique et c'est montré vraiment de manière très cinématographique avec un plan qui est une plongée sur un ouvrier de la plateforme pétrolière qui est armé de son fusil et juste après on a en contre-plongée 3 hélicoptères de combat très massifs et très menaçants et on voit vraiment rien qu'à un photogramme, une capture d'écran, on peut avoir une illustration de ce qu'est un conflit asymétrique, même si ça met effectivement d'un côté des États en jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout dans le vocabulaire qui est employé dans cette série, c'est que l'ennemi n'est jamais nommé. C'est une des caractéristiques là d'une forme de conflit irrégulier. Dans la série, un conseil des ministres norvégien est réuni en urgence face aux différents événements, l'enlèvement du Premier ministre, les menaces sur la plateforme pétrolière, et une partie des discussions dans la série porte sur la nature de l'ennemi afin de savoir s'il est étatique ou non. Donc on voit même, il y a une espèce de mise en abîme, on voit même que les protagonistes de la série s'interrogent, est-ce que c'est un conflit régulier contre un État ou non? Et on voit qu'ils ne savent pas, jusqu'à ce que le Premier ministre, Jesper Berg, intervienne pour nommer la Russie et inviter à ne pas escalader le conflit. Et on a une scène de flashback dans l'hélicoptère où il a été enlevé, où là on voit un dialogue par écran interposé avec un commissaire européen
et qui dit la Russie a accepté d'assister la Norvège. Donc on voit bien cette ambiguïté dans le vocabulaire qui montre la nouvelle nature de conflit. On va faire bien évidemment un parallèle avec ce qui s'est passé en Crimée, en Ukraine avec la Russie, où on parle dans les médias, on ne parle pas de conflit dans le conflit ouvert, mais d'assistance, d'intervention. Et on évoque également la position des États-Unis, c'est d'actualité avec les élections américaines, et on voit ce désengagement du monde qui a été analysé là par de nombreux chercheurs en géopolitique, qui a été évidemment marqué par la présidence Trump, mais engagé dès la présidence Obama. On voit un peu ce rôle de gendarme du monde qu'on peut évoquer avec les élèves qui disparaît. Toujours dans le vocabulaire, vers la 39e minute, on a une scène importante avec l'ambassadrice russe qui va jouer un rôle important là aussi dans les 2 premières saisons, qui parle là encore de coopération et d'aide des Russes. Alors c'est un contrepoint tout à fait intéressant puisque la série porte pour titre Occupied, qui signifie occupé. Et donc, dans l'intervention télévisée, puisque les acteurs, les médias comme acteurs sont très importants, ils parlent d'aide des Russes pour redémarrer la production et de présence russe plus importante. Et un dernier point sur cette série qui est vraiment, je trouve, un cas d'école pour illustrer tout ce vocabulaire de guerre, de conflits réguliers, conflits irréguliers, c'est une mise en parallèle entre 2 scènes. Au milieu de l'épisode, donc Hans Martin, le garde du corps du Premier ministre, appelle sa femme, très inquiet pour l'inciter à rentrer chez elle, se mettre à l'abri. Alors, elle, c'est sa première journée comme magistrate. Il incite, il lui dit une guerre risque d'éclater. Et on a une scène qui se clôt dans un fast-food, qui est visiblement un lieu important des séries. Il y a beaucoup de séries qui prennent ce lieu comme scène principale, et il retrouve sa femme, sa fille, et sa femme est très rassurée en lui disant dans les médias, ils n'ont pas du tout parlé de guerre, comme si la qualification des choses et la communication éclipsaient la réalité. Et on est dans quelque chose de tout à fait contemporain. Effectivement, puisque là, on peut faire clairement un parallèle avec la situation ukrainienne et l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a commencé, donc, juste pour rappeler brièvement, en février 2014, avec la fuite du président ukrainien, suite à un soulèvement pro-européen. Et là, des hommes armés se sont emparés de bâtiments dans la République de Crimée, majoritairement russophone, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, qui ont été qui ont été hissés sur les édifices. Et donc là aussi, on a assisté, c'est intéressant, à une profusion de termes dans les médias où on ne qualifiait pas directement, on ne parlait pas de forces armées russes, on parlait de séparatistes, de rebelles pro-russes, on parlait aussi d'hommes verts pour qualifier ces forces avec des treillis sans insigne, donc dénoncées par Kiev comme des agents russes. Et d'après les experts, effectivement, on retrouverait des commandos d'élite, les fameux Spetsnaz russes. Donc, on voit que dans le vocabulaire, effectivement, ce qui est repris dans la série, ça permet de montrer qu'il y a un point important pour qualifier ces choses et toute l'importance du vocabulaire que l'on peut définir avec nos élèves. Alors, pour l'application pédagogique, il y a de nombreuses applications, mais je vais peut-être laisser la parole à Perrine qui a utilisé cela en cours avec ses élèves. Alors, avec la réforme, il a été demandé aux profs d'histoire géo de présenter la nouvelle spécialité géopolitique à leurs élèves, puisqu'ils ne la connaissaient pas. Et donc, du coup, j'ai utilisé, on m'a demandé de passer dans toutes les classes. Donc, c'était 1 heure par classe et je ne connaissais pas les élèves. Et donc, j'ai décidé d'utiliser les bandes annonces des saisons 1 et 2 voilà, pour introduire cette spécialité. Alors l'idée c'était après leur avoir passé, donc ça prend juste quelques minutes, ces deux bandes annonces. Alors pour introduire la géographie, j'ai demandé aux élèves de compléter très rapidement une carte schématique, donc avec leur crayon, ils n'avaient même pas de crayon de couleur forcément, mais avec leur bic, etc. Donc des figurés de surface pour situer les États, donc a priori la Russie et la Norvège. Des figurés ponctuels pour localiser en particulier les plateformes offshore, mais aussi, par exemple, les impacts de l'invasion, et des figurés linéaires pour suggérer donc l'invasion russe de la Norvège. Ensuite, donc ça a pris peut-être 10 minutes. Ensuite, pour introduire les sciences politiques, j'ai demandé aux élèves de relever les différents acteurs.
Donc, la société civile, les citoyens, mais aussi l'État et puis les médias, donc sous forme de triangle. Donc, c'était assez rapide aussi. Ensuite, pour introduire l'histoire, donc j'ai expliqué aux élèves que la Norvège avait déjà connu une situation similaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, peu importe, même si je les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas, ils sont tous capables de dire qu'en France, on a aussi connu une collaboration, une résistance, etc. Et donc, j'ai divisé la classe en deux groupes et je leur ai demandé de réfléchir à des arguments sur est-ce qu'il vaut mieux résister à l'oppresseur ou est-ce qu'il faut mieux collaborer avec la Russie pour les Norvégiens. Et donc, s'en est suivi un débat qui dure environ 10 minutes, mais ils ont été capables d'argumenter. Et enfin, pour présenter la géopolitique, j'ai introduit en fait un article du Point avec une interview de Hubert Védrine qui souligne les limites de la série tout en montrant ses atouts, mais en disant qu'il était peu probable que la Russie envahisse un autre pays pour du pétrole puisqu'elle en était pourvue, et puis montrer évidemment l'absence des États-Unis. C'était avant l'ère Trump. Et ça a très bien marché puisque j'ai eu 34 élèves l'année d'après. Oui, effectivement, hein, c'est très intéressant de pouvoir voir comment on peut, à travers une série, pouvoir introduire un certain nombre de thèmes. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément un support auquel on pense quand on prépare une séquence pédagogique. Et on espère qu'à l'écoute de ces différentes émissions, toutes celles et ceux qui enseignent pourront, pas seulement peut-être qu'en histoire-géographie d'ailleurs, hein, ça peut être dans d'autres matières, en langue par exemple, pourront aborder certaines thématiques. Alors peut-être, Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette série Occupied? Alors moi, il me semble que là, pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, je pense qu'on pourrait aussi regarder la saison 3 qui donc vient de sortir. Moi, j'aime tellement la série que je l'ai même regardée en norvégien sous-titré anglais pour ne pas attendre qu'elle soit traduite. Et elle est absolument passionnante, je trouve, cette saison parce que en fait, elle pose de nouvelles questions et notamment la question environnementale qui donc nous intéresse pour le thème 5 en spécialité de terminale et notamment sur la place de la Norvège et donc de son exploitation pétrolière qui bien sûr suscite un certain nombre de convoitises, que ce soit russe ou de l'Union européenne. Et donc en fait il y a toute une question sur est-ce que la Norvège doit continuer à développer ses exploitations pétrolières et donc le gouvernement fait face à différentes mouvances. D'un côté, les écologistes qui sont très actifs pour que ça s'arrête, et puis de l'autre, bien sûr, les puissances étrangères qui elles encouragent à ce que ça continue. Et donc voilà, le Premier ministre Berg finit par arriver donc à essayer de trouver une solution pour développer un système d'énergie renouvelable, notamment avec de l'hydroélectricité et donc voilà, ce qui pourrait continuer à permettre d'exporter de l'énergie en Europe, hein, ce qui est quand même une source importante de financement pour la Norvège et donc ce qui est une bonne solution. Mais le souci, c'est que bien sûr les Russes vont s'infiltrer dans le système et donc je vais pas tout raconter parce que sinon je dévoile tout, mais voilà, ça permet de montrer voilà tous les enjeux à la fois géopolitiques autour des ressources, mais aussi toute la difficulté qu'on peut avoir à mettre en place voilà des systèmes d'énergie renouvelable. Alors peut-être cette saison 3, justement, il y a, comme vous l'avez dit, Pierre, énormément de choses à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus, Fabien, quand on est enseignant? Comment regarder cette saison-là? Alors, déjà, rien que pour la regarder, il y a une petite astuce, il faut le dire. J'ai découvert ça avec le podcast Netflixers, puisque j'ai beaucoup aimé moi aussi les 2 premières saisons, et j'attendais la saison 3, donc qui a actuellement. Les 2 premières saisons sont sur Netflix. Et si on a un compte Netflix en français, on n'accède qu'aux 2 premières saisons. Donc, ce qu'il faut faire, il faut changer sa langue en anglais
Et là, d'un coup, miraculeusement, la saison 3 apparaît et on peut faire comme Pierre. On peut donc la regarder alors en norvégien, sous-titré en anglais. Voilà, malheureusement, on n'a pas encore de sous-titrage français, mais c'est la solution pour regarder la saison 3. Alors effectivement, comme l'a dit très justement Pierre, je n'avais pas parlé, l'entrée, on peut l'aborder effectivement sous le prisme de la géopolitique et des conflits, qui est l'objet de notre émission, mais on peut également l'aborder sous l'angle énergétique et du développement durable. Ça, c'est assez intéressant puisque l'enjeu, c'est que la Norvège essaie de basculer, c'est quelque chose d'actualité, c'est de basculer vers des énergies dites vertes, dites propres, et ce qui fait que l'Union européenne s'inquiète de cette transition qu'elle n'a pas préparée puisqu'elle a encore des voitures avec des énergies carbonées. Donc, on peut tout à fait l'aborder avec un autre angle, en effet. Effectivement, c'est vrai que l'émission a une thématique de départ, mais c'est aussi intéressant de montrer qu'on peut aborder dans les thématiques les autres, hein, des programmes généraux, beaucoup d'aspects sur les séries parce que effectivement, beaucoup de séries sont très riches. Et encore une fois, ce que l'on propose aujourd'hui, ce ne sont que des propositions. Chacun doit pouvoir à la fois s'approprier les séries et s'approprier ce qu'on propose pour l'adapter à ses élèves. Alors, justement, pour évoquer un autre type de conflit qui est visible et qui est à enseigner. Je pense notamment aux guerres civiles, mais aussi aux conflits ethniques. Je vais maintenant laisser la parole à David Neumann qui va nous présenter la série Black Earth Rising qui est en plein cœur de cette notion de guerre civile. Oui, merci. Exactement, hein, alors Black Earth Rising est une série anglaise réalisée en 2018 par Hugo Blick et produite par la BBC et Netflix. Alors pour résumer très brièvement, elle met en scène une avocate britannique, Eve Ashby, qui accepte le poste de procureur dans le procès intenté par le tribunal international de La Haye contre un général rwandais accusé de crimes de guerre lors du génocide de 1994. Alors sur ces entrefaites débute l'intrigue, compliquée notamment par le fait que sa fille adoptive est elle-même une rescapée de ce génocide et part enquêter sur le terrain justement pour lever certains voiles de l'intrigue et des responsabilités. Alors, par cette mise en scène, en fait, c'est toute la question de la définition des notions donc, de guerre civile et de conflit ethnique qui est mise en scène, comme celle de génocide d'ailleurs. Et tout cela sont des enjeux de la série, notamment parce qu'elle a pour cadre un procès qui a lieu au TPI. Donc, en montrant justement le rôle des instances internationales et celui des regards extérieurs, c'est très important dans la construction de la mémoire d'un événement, on pose justement la question de la définition de ces événements. Peut-on encore qualifier ces conflits d'ethniques parce qu'ils ont lieu dans des territoires sur lesquels les représentations issues pour partie de la colonisation sont encore très fortes. Donc, il s'agit en fait de réfléchir à comment redéfinir la conflictualité africaine comme une violence politique dont l'enjeu principal reste le pouvoir. C'est d'ailleurs justement ce à quoi faisait référence un article très intéressant paru dans Le Monde le 31 janvier 2019 à propos de cette série, qui posait la question du regard extérieur et de celle de savoir si on peut faire de la fiction sur le génocide rwandais depuis l'Angleterre et dans des productions occidentales. Donc cette série, par rapport aux notions qui nous intéressent, elle explore plusieurs concepts marquants de la géopolitique actuelle, notamment celle-ci qui a trait aux représentations, dans une approche qui est assez attentive quand même aux paradigmes récents qui font de l'analyse des événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. Elle n'élude donc pas la question complexe des responsabilités, ou on pourrait dire des responsabilités complexes, ni celui, à mon avis, celle fondamentale, qui est le rôle du droit dans la mémoire historique et donc du regard occidental, qu'on peut définir comme ça, un regard occidental posé sur l'histoire contemporaine de l'Afrique.
Donc Black Earth Rising est une série qui entre en résonance avec des thèmes importants du programme de troisième, toujours donc dans la deuxième partie du thème 2, le monde depuis 1945. Cette partie, pardon, qui porte sur les enjeux et les conflits du monde après 1989. La construction d'un espace de paix dans le monde d'après la guerre froide et d'après la colonisation est questionnée ici afin de montrer l'enracinement des conflits et les entremêlements des problématiques géopolitiques. À ce titre, une étude de cas du génocide rwandais en entrant par la notion, alors qui doit être discutée, ce que permet justement la série, de conflits ethniques, s'avère à mon avis particulièrement intéressant, en faisant émerger les racines politiques de la conflictualité et les combats de mémoire. Il est possible de donner une définition tout en nuances justement des guerres civiles qui déchirent les espaces nationaux dans le monde d'après la guerre froide et la colonisation. Alors, pour ce faire, on peut utiliser par exemple le générique de la série qui est très efficace, qui en 2 minutes présente à la fois les institutions internationales, le rôle de la mémoire en alternant avec des images d'archives et celui toujours très important de savoir qui décide de la qualification d'un crime. Voilà, donc une série, à mon sens, tout à fait intéressante et qui permet aussi de déconstruire avec les élèves la notion de fiction et ce qu'on peut faire avec la fiction, parce que ce qui a été reproché peut-être, et c'est ce qui est expliqué dans l'article du Monde à la série, c'est de laisser une place trop grande à la mise en narration et à la mise en fiction au détriment du caractère documentaire que devrait peut-être parfois revêtir ce genre de série historique. Alors justement, peut-être Perrine, là David nous a parlé de ce qu'on pouvait faire au niveau du programme de troisième. Comment on pourrait peut-être en lycée aborder cette série-là? Alors, en lycée, en spécialité, on nous demande dans le thème 3, mais qui arrivera cette année plutôt en mai, de travailler sur histoire, mémoire et justice. Et donc, on peut travailler à partir de Black Earth Rising sur la justice à l'échelle locale, les tribunaux Gakaka face au génocide des Tutsis, par exemple. Voilà. Alors, peut-être pour faire un petit parallèle avec l'Afrique, on a déjà évoqué ces notions-là avec Pierre Dennat et on les redéveloppera, je l'espère, dans d'autres émissions, j'allais dire normales, de Histoire en série. Mais peut-être Pierre Quinsonneau, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus et est-ce que ça se rapproche pas des thématiques abordées par David dans justement Black Earth Rising? Alors oui, effectivement, Quinsonneau peut avoir un certain écho. Donc Quinsonneau, juste pour remettre en contexte, c'est la première série africaine produite par Netflix en 2020. Elle est sortie en mars. C'est une petite série pour l'instant. Elle fait 6 épisodes et donc il s'agit de l'histoire d'une agente secrète sud-africaine et en fait on voit notamment dans le premier épisode de la série des forces, des mouvements un peu terroristes, oui, on peut dire terroristes, qui donc cherchent le mouvement s'appelle Watu Wema et ils cherchent donc à libérer l'Afrique en fait des entreprises étrangères qui viennent donc exploiter les ressources primaires. Et donc notamment, il y a notamment la question de la présence des Russes là dans cet épisode, et on voit donc dans ce premier épisode un moment au Congo où Watu Wema donc va provoquer donc un attentat donc pour en fait selon leur dire, rompre la situation d'esclavage dans laquelle se trouvent donc les exploitants, les mineurs, les exploitants d'amis. Et donc alors c'est certes bien sûr la guerre civile, notamment au Congo, c'est intéressant, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça permet d'aborder un certain nombre de choses, que ce soit alors éventuellement en seconde avec donc le thème de l'Afrique australe et l'aspect donc l'Afrique des mines, l'Afrique australe, et puis au-delà de ça, je pense que
effectivement, ça permet de travailler sur la notion de guerre civile et d'instabilité politique en Afrique, en Afrique, donc à partir d'une série africaine, puisqu'elle est produite et tournée par des Africains. Donc, ça permet aussi de changer un peu le point de vue. Et ça, en soi, bon, c'est fait partie de mes chevaux de bataille. Je le défends beaucoup, mais c'est vrai que je pense que c'est assez intéressant, peut-être, de comparer aussi différents points de vue et différents traitements des conflits en Afrique. Alors oui, justement, on parlait tout à l'heure aussi d'inscrire l'étude des séries dans des séquences pédagogiques plus larges avec une variété de documents, que ce soit bien sûr, comme l'a montré Fabien, des documents issus d'images satellites, que ce soit des textes, que ce soit des photographies, et pourquoi pas aussi, pour compléter les études, de parler de films, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur la guerre froide. Alors peut-être, David, aller plus loin, je crois que dans votre séquence pédagogique, vous incluez un film. Oui, un film et un livre surtout, parce que lorsque je l'ai fait, le film n'était pas sorti encore. Il s'agit de Petit pays de Gaël Faye, dont les élèves font la lecture en français. Et après, on a mis en place un EPI dans lequel est introduit Black Earth Rising. Alors, le film est sorti pendant le confinement l'année dernière, donc on n'a pas pu aller le voir avec les élèves. Mais le livre qui est largement à la portée d'élèves de troisième et comme c'est écrit du point de vue d'un enfant, enfin d'un adolescent, les élèves ont largement adhéré et du coup on peut confronter comme ça les points de vue. J'avais ajouté aussi à ça dans le dossier des extraits de Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, qui lui est paru en 2011 et qui du coup est un livre qui fait référence à la mémoire africaine de ce génocide et justement au fait de réfléchir par l'histoire de l'art à une mémoire tout à fait spécifique. Alors, sur les guerres civiles aussi, ou d'autres conflits à enseigner, dans l'histoire en série, on a produit, dans l'épisode 3 avec Charlotte Barca, on a produit une émission sur le conflit en Irlande du Nord. Et là aussi, ces problématiques évoquées par David apparaissent. Alors, je pense notamment aux collègues professeurs d'anglais qui peuvent l'utiliser, mais aussi, bon, en histoire, c'est un peu plus compliqué. Mais ces choses-là sont très intéressantes à voir parce que ça permet, comme on le disait tout à l'heure, faisant une histoire par le bas, avec des exemples concrets du quotidien, de faire appréhender aux élèves ces thématiques qui sont assez complexes à enseigner. Alors, dernière partie de l'émission, on va tout de suite voir d'autres conflits, ceux dus notamment à l'usage, j'allais dire, au conflit né du commerce illicite des drogues. Alors, Fabien va nous évoquer la série 000. Je pensais aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, à l'épisode 18 qu'on a produit dans Histoire en série sur Narcos Mexico avec Anthony Guillon, qui évoque cette thématique-là, avec une proposition aussi qu'avait fait Anthony. C'est vrai qu'on peut faire de la géographie. Alors, c'est la géographie, certes, d'une substance illicite, donc peut-être ça pose des questions éthiques à enseigner, à avoir, mais on a vraiment cette notion de conflit qui est au cœur de cela, et c'est quelque chose qui peut effectivement très bien marquer les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Fabien, sur cette série-là et sur son enseignement surtout ? Merci Nicolas. Alors juste avant, si vous me permettez, j'aimerais revenir quand même sur deux définitions, puisqu'on a parlé de conflits irréguliers, de conflits asymétriques. Il faut peut-être faire un petit distinguo. On proposera par ailleurs une bibliographie pour les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin que les définitions quand même très générales que je donne ici. Sur le concept de guerre asymétrique, il faut savoir qu'il est déjà ancien. Sun Tzu, qui est un des théoriciens célèbre avec l'art de la guerre, l'aborde déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, elle se distingue, ces guerres asymétriques, des guerres entre États dites régulières, où deux armées conventionnelles se font face. Pour donner une définition simple, une guerre asymétrique, c'est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont incomparables. On l'a présenté un peu tout à l'heure, ça peut même être des fois le cas entre des forces régulières. Ce que le célèbre théoricien Clausewitz, qu'on présentait en début d'épisode, appelait les petites guerres, les guerres du faible au fort.
Ces guerres asymétriques ne se conforment pas aux règles jusque-là reconnues, avec des chaînes de commandement existantes, respect du droit international, des règles d'engagement, la distinction entre les civils, les combattants, le respect des zones neutralisées, ce qu'on va voir effectivement tout de suite dans la série 000. Et le terme de guerre irrégulière, il y a une petite subtilité. Alors, on ne va pas rentrer, il y a de nombreux débats entre les experts sur le distinguo entre asymétrique et irrégulier. La qualification même d'irrégulier pour désigner ce type de conflit, elle témoigne de la frustration des théoriciens militaires occidentaux. Et dans le mot irrégulier, on perçoit quelque part un jugement négatif réservé à l'autre. L'irrégulier, c'est celui qui triche avec les règles établies par la coutume et l'histoire. Donc, pour revenir à la série 000, c'est une série franco-italo-américaine qui est issue de la collaboration entre plusieurs plateformes, Canal+ Séries, Sky Italia et Prime Video. C'est une série très récente puisqu'elle date de mars 2020 pour sa diffusion française. Elle s'appuie donc sur le roman de Roberto Saviano, qui est le journaliste connu pour avoir publié de nombreux ouvrages sur la mafia et qui est aujourd'hui placé sous protection policière. Son ouvrage publié en 2013, Extra Pur, Voyage dans l'économie de la cocaïne, le titre italien étant, commençant, en tout cas, je ne vais pas me risquer à le citer en entier, 000, le voyage dans l'enfer de la cocaïne. Et le 000 désigne le degré de pureté de la cocaïne. Cette série a été réalisée par Stefano Sollima, qu'on connaît déjà pour avoir adapté d'ailleurs l'ouvrage de l'écrivain, Gomorra, et Leonardo Fasoli, un autre réalisateur. Pour l'écriture et la réalisation, on retrouve Mauricio Katz, qui est auteur et réalisateur des excellentes séries Maniac. C'est une série que j'aime particulièrement, et la série The Bridge. Alors, quel est le synopsis de cette série 000? Elle suit l'itinéraire d'un important chargement de cocaïne qui voyage du Mexique à l'Italie, en passant notamment par le continent africain. Elle a été tournée dans plusieurs pays, en Italie, aux États-Unis, au Mexique, au Sénégal et au Maroc dans 6 langues différentes. Et elle a nécessité 5 ans d'écriture et de tournage. Donc, on voit bien qu'on est dans une œuvre assez ambitieuse de nature géopolitique, puisqu'elle montre là aussi ce qu'on disait, ce qu'on répète dans cette émission, des acteurs multiples et des territoires là aussi très différents. Alors, je pourrais en parler. C'est une série que j'ai vraiment appréciée, qui a des coups de cœur de cette année, avec un dispositif de narration qui est inspiré de ce qu'a fait Kurosawa sur Rashomon, avec des flashbacks où on suit un autre personnage et qui reviennent à la scène initiale juste avant pour lui donner une autre perspective. Donc, on perçoit la réalité à travers plusieurs couches et le point de vue de plusieurs personnages, avec un très beau générique là aussi. Je ne reviendrai pas dessus, mais qu'on peut vraiment exploiter pour montrer l'emprise de la mafia sur le territoire. Alors, ici, on aborde non pas, comme vous le disiez Nicolas, la lutte contre un ennemi, mais contre un trafic, avec des ramifications très multiples, que ce soit en termes d'acteurs ou de territoire. Et on est totalement dans le conflit asymétrique, puisque le conflit notamment contre les cartels mexicains, et qui dispose de forces semi-armées avec les États, par exemple, est qualifié de nature asymétrique par les chercheurs. Je parlais également dans l'introduction de ces conflits irréguliers asymétriques qui ne respectent pas les lieux neutres. Alors, dans le premier épisode, on a vraiment une superbe scène d'action qui est montrée plusieurs fois avec ce dispositif de narration qui suit plusieurs points de vue, qui est une opération des forces spéciales mexicaines dans un restaurant de luxe de Monterrey. Voilà. Et on voit bien le jeu des acteurs avec les élites, les frères Leira, qui sont de gros narcotrafiquants, la famille de transporteurs américains, et de l'autre côté, les forces spéciales et les narcotrafiquants. Et on voit bien qu'on est dans un conflit irrégulier qui montre bien l'ambiguïté du combat contre ces trafics, puisque bon, je veux pas tout dévoiler, mais c'est le premier épisode. On voit qu'une partie des forces mexicaines
est plutôt du côté des narcotrafiquants, avec toute une scène de tension où ils avertissent, en même temps qu'ils font l'opération, ils avertissent les narcotrafiquants qu'une opération est imminente avec des tops au sein des forces spéciales. Alors cette série, elle tient un propos très critique qui reprend l'ouvrage de Saviano et elle présente vraiment le trafic de drogue comme le moteur de l'économie mondiale dans cette scène de dialogue dans cet hôtel avec Edward Linwood, qui est le père de l'héroïne principale, qui est joué par Gabriel Byrne et qui joue le directeur d'une compagnie maritime. Puisqu'on peut aussi aborder cette série, c'est une possibilité d'utilisation. Comme vous le disiez, Nicolas, c'est peut-être un peu compliqué parfois, en tout cas avec des collégiens, avec des lycéens, peut-être plus d'aborder la guerre contre la drogue, mais on peut l'utiliser pour montrer là aussi tous les enjeux du transport maritime. Alors, sur le plan formel, c'est vraiment une série magnifique, que ce soit du point de vue des éclairages, des couleurs, de la mise en scène. Et je voudrais signaler, on parlait tout à l'heure de la musique sur la série Deutschland 83. Là, il y a une superbe BO des Écossais, du groupe écossais Mogwai, qui avait déjà fait des BO de films. C'est notamment la série française des Revenants. Et leur musique est effectivement qui est une sorte de post-rock très cinématographique. Je vous invite vraiment à écouter la BO. Et on a je pourrais parler longtemps, je disais, de cette série, on a des aspects géopolitiques qui sont aussi très bien montrés dans l'épisode 5, puisqu'il évoque les liens entre le trafic de drogue et les financements des djihadistes au Sahel, qui escortent à un moment donné des camions chargés de cocaïne. Et là aussi, comme Perrine en parlait, je crois, dans un épisode précédent sur la série Homeland, on a cette nouvelle forme de conflit avec les drones, donc qui ont été développés notamment sous la présidence Obama, qui attaquent. Il y a une superbe scène assez violente, certes, mais une superbe d'un point de vue cinématographique qui est proche de ce que peut faire Terrence Malick avec des perspectives animalières en contrepoint de la violence. Je vous invite vraiment à regarder cet épisode. Donc 000, c'est une série qui me semble particulièrement intéressante pour montrer ces nouvelles formes de conflit propre au XXIe siècle. Et si, effectivement, ça avait été évoqué dans votre épisode très intéressant d'Histoire en série sur Narcos, que j'avais beaucoup apprécié. Alors, on parle également, si ça intéresse nos auditeurs, ils peuvent se référer à notre site, au Zoom numéro 4. On aborde les séries qui traitent du trafic de drogue avec une proposition de croquis à réaliser avec les élèves. Alors justement, hein, cette idée très intéressante, comme vous l'évoquiez à ce moment-là, Fabien, moi je trouve que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait peut-être développer, analyser plus en détail, cette idée de voir aussi comment on regarde une série, comment le faire regarder avec les élèves à travers ce vocabulaire cinématographique. Alors peut-être hein, l'objet d'une prochaine émission, pourquoi pas, mais je voudrais revenir pour l'instant sur cette thématique de la drogue, avec peut-être une question pour Pierre. Justement, Narcos, on peut utiliser au lycée ? Il me semble que oui, on peut utiliser Narcos. Moi, j'avoue que pour utiliser les séries depuis un petit moment avec les élèves, à chaque fois, les élèves pensent tout de suite à Narcos. Oh, Narcos, c'est très intéressant, etc. Ils la connaissent bien. Donc moi, je pense que oui, c'est intéressant. Narcos, elle montre quand même plein d'éléments historiques du conflit, ce conflit asymétrique entre gouvernement états-unien, narcotrafiquants et puis même la place de l'État colombien. Donc je pense que en soi, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, on est quand même aussi dans des logiques de mondialisation derrière tout ça, parce que voilà, on est dans l'anti-monde de Roger Brunet. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille taire en classe, non, pas du tout. Mais je pense surtout que quelque chose qu'on peut évoquer, et ça montre aussi tous les effets pervers de la drogue. Narcos se prive pas de montrer la violence donc de tous ces narcotrafiquants face à la population colombienne, etc. Et je pense en plus de ça que voilà, Narcos peut aussi être intéressante dans une perspective d'enseignement DNL. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, même si on enseigne pour certains en DNL, et donc notamment en espagnol pour Narcos. Mais c'est vrai que plein d'autres séries permettaient de faire des parallèles en DNL allemand ou DNL anglais. Et à mon avis, voilà, Narcos en soi est vraiment quelque chose de très intéressant. Et les 3 saisons fonctionnent. Voilà, les 2 premières saisons, elles racontent plus cette lutte entre narcotrafiquants et les États. Mais et c'est vrai que la saison 3, la traque d'Escobar est achevée. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de l'étudier avec les élèves également.
Alors, quelque chose justement de très intéressant, vous évoquiez cette notion de DNL, donc d'enseignement de l'histoire dans une langue particulière, vous l'avez dit. Plusieurs collègues ici présents enseignent comme ça. Alors, c'est le cas de Perrine. Peut-être, Perrine, une idée pour Narcos en DNL? Alors, ce n'est pas ma proposition puisque moi j'enseigne en DNL anglais, comme Pierre, je crois, mais on a une collègue, donc Hélène Thierry, dans le Lot, qui a fait une proposition à partir de Narcos. Il s'agissait de transposer donc des éléments de la série et de transposer en croquis. Et donc, elle l'a réalisé en espagnol. Et c'est sur le site de Toulouse. Sur le site Bachibac, je crois, de l'Académie de Toulouse. C'est possible, oui. Mais je pense qu'elle est aussi sur le site. Il faudra que je vérifie. Oui, très bien, c'est toujours des ressources en plus et c'est vrai que Johan Chanoir, qui produit aussi Histoire en série avec moi, qui sera là dans les prochaines émissions, est un DNL allemand avec Pierre et vous, Perrine, qui est un DNL anglais. On pourrait aussi faire une émission, pourquoi pas, sur les VO, sur les séries, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, cette première émission qu'on a coupée en 2 parties touche à sa fin, une émission très riche, comme je pense elles le seront toutes. C'était un réel plaisir de pouvoir lancer ce projet avec vous tous et avec vous toutes ici présents. Donc, je tenais à vous remercier, à rappeler, et je vais laisser la parole pour terminer à Fabien Vergès qui va nous redonner les liens où trouver des documents complémentaires pour aller plus loin, pour celles et ceux qui voudraient utiliser tout ce qu'on a dit aujourd'hui en classe avec des exemples concrets. En tout cas, je vous dis que sur Histoire en série, on continuera ça et vous pourrez aller trouver dans le site internet beaucoup de documents là-dessus pour permettre d'approfondir vos enseignements. Fabien, alors où trouve-t-on tous les documents? Oui, merci Nicolas. Écoutez, c'était un réel plaisir d'enregistrer aussi. Et avant d'indiquer où on peut trouver les documents, donc j'invite les auditeurs qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous contacter directement via le site de l'Académie si vous souhaitez proposer des choses en relation avec les séries. Alors sur le site, si vous tapez Histoire-Géographie Toulouse, c'est le site disciplinaire académique de l'Académie de Toulouse, vous pouvez retrouver les propositions qu'a évoquées Perrine pour présenter en tout cas des élèves de seconde l'enseignement de spécialité sur Occupied. Vous pouvez retrouver également la proposition de David sur Black Earth Rising et également vous pouvez trouver le croquis dans le Zoom 4 qui joint Narcos et 000 pour montrer le parcours du chargement d'un trafic de chargement de cocaïne. Et également, je confirme, c'est sur le site Bachibac, puisqu'il y a un site, on héberge le portail Bachibac National. Vous pouvez retrouver la proposition donc de notre collègue Hélène Thierry sur l'utilisation de Narcos en DNL espagnol. Effectivement, Fabien, on peut inviter celles et ceux qui nous écoutent parce qu'il y a, je pense, bien sûr, des gens qui utilisent dans leur académie. On a donné quelques propositions dans les académies de Grenoble, par exemple. Voilà, donc à nous contacter par le biais du site de Histoire Géo Toulouse pour nous proposer des choses. Pourquoi pas pour intervenir aussi ponctuellement. Voilà, merci à tous pour cette première émission et puis à très bientôt. Fabien, les 2 prochaines émissions qui suivent, ça sera sur… Alors, les 2 prochaines thématiques, on reste sur l'enseignement de la géopolitique et on évoquera les notions de puissance et de frontières dans les 2 prochaines émissions. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous saluer tous. Merci beaucoup et à bientôt pour les prochaines émissions. Nicolas. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Nicolas. À Au revoir. bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.